bienvenue dans ce nouveau cours de première. Aujourd'hui, on va traiter de la relation entre la métropole et les colonies sous la Troisième République. Au cours du XIXe siècle, la France comme l'Angleterre deviennent des puissances coloniales majeures. Si elles possédaient déjà des territoires outre-Atlantique depuis le XVIIe siècle et quelques comptoirs en Afrique, les armées françaises sont parties à la conquête de nouvelles terres en Asie et en Afrique, permettant à la France de devenir graduellement le deuxième empire colonial au monde, à côté de l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. La Troisième République poursuit activement les conquêtes lancées par les régimes précédents. Et si la question coloniale fait débat, en 1914, la France domine 11 millions de kilomètres carrés et 40 millions de personnes vivent dans ces sociétés coloniales. Notre problématique est donc la suivante: comment la Troisième République agrandit et gère son empire colonial? On va commencer par voir comment la France a conquis de nouveaux territoires. En 1870, de nombreux pays européens possèdent déjà un empire colonial, comme on peut le voir sur cette carte. Concernant la France, on parle de balbutiement d'empire colonial. Elle a en effet déjà perdu la plupart de ses territoires américains. Si l'Algérie est conquise dès 1830 et Napoléon III a annexé des territoires importants en Indochine, on est encore loin d'un véritable empire colonial pouvant servir de réserve de puissance à la France ou faire concurrence aux voisins britanniques. Les conquêtes coloniales françaises font suite au voyage des explorateurs et ne répondent pas à un plan préétabli. De nombreuses expéditions militaires sont ainsi lancées pour annexer des territoires au nom du roi, de l'empereur, puis de la République. Pour annexer un territoire, deux solutions s'offrent à la France: la conquête militaire ou la signature de traités inégaux. De très nombreux territoires sont alors conquis progressivement. D'abord en Asie, avec le traité de Hué en 1883 qui reconnaît le protectorat de la France sur l'Annam et le Tonkin, en Indochine, ce qui entraîne la création de l'Union indo-chinoise en 1887. Ensuite, en Afrique, alors on a déjà dit que la conquête de l'Algérie a commencé bien avant notre période, dès 1830, avec une conquête qui dure jusqu'en 1847. 3 départements y sont créés en 1848, et le Maghreb est à son tour ensuite conquis progressivement. En 1880, Pierre Savorgnan de Brazza signe le traité Brazza-Makoko avec le chef Makoko, qui accepte de placer son pays sous la protection de la France. Ainsi, il permet de créer un protectorat sur le bassin du Congo, sur lequel Brazza est nommé commissaire général de la République de l'Ouest africain, jetant ainsi les bases de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Alors on va pas citer l'intégralité des conquêtes et traités français, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont à connaître ici. En 1881, le protectorat sur la Tunisie qui est instauré avec le traité du Bardo. En 1894, le protectorat du Dahomey. En fait, après deux ans de guerre, le roi Béhanzin s'exile et laisse la place à la France. En 1895, il y a la Fédération des États d'Afrique occidentale sous le nom de l'AOF qui est créée. En 1896, Madagascar est finalement colonisée, suite à l'action de Joseph Gallieni qui va fortement réprimer sur l'île pour la pacifier. En 1910 est créée la deuxième grande fédération en Afrique, l'AEF, Afrique équatoriale française, et en 1912, la France prend le contrôle du Maroc par la Convention de Fès. Si la France domine 5,5 millions de personnes sur 1 million de kilomètres carrés en 1870, c'est donc bien plus de 40 millions de personnes vivant sur plus de 11 millions de kilomètres carrés qui sont dominées par la France en 1914. La Troisième République a donc considérablement étendu l'Empire français. Alors ce n'est pas tout de conquérir un territoire, il faut aussi l'administrer, et dans ce vaste empire colonial, les territoires dominés ont différents statuts. Il y a d'abord les anciennes colonies d'Ancien Régime, les Caraïbes, la Réunion, les Comptoirs, qui sont directement rattachés à la France et les populations y vivant bénéficient des mêmes droits qu'en métropole. Ils élisent des députés et des sénateurs, par exemple. Il y a ensuite les colonies d'exploitation. On y trouve peu de colons et celles-ci sont exploitées avant tout dans un but économique, c'est la prédation de ressources naturelles qui a guidé leur conquête. On y trouve peu de cadres français et la domination passe par la soumission et la corruption des élites locales selon un mode de gouvernement indirect. Ce sont des territoires qu'on appelle les protectorats. Enfin, il y a aussi des colonies de peuplement. De nombreux colons vont venir s'installer depuis la métropole et les pays européens. Ils reçoivent un lot de terre et des aides pour s'installer. Plus rares, ce sont aussi les colonies les plus riches, comme l'Algérie, et elles sont dirigées par un gouverneur général soutenu par une vraie administration coloniale.
C'est donc un gouvernement direct qui est exercé. Elles sont intégrées pleinement au territoire métropolitain, comme c'est le cas pour l'Algérie donc. On y compte 750 000 colons en 1914, soit 14,3% de la population, ce qui est bien plus que dans les autres colonies françaises. La structuration du monde colonial prend du temps. Dès 1889, et encore, c'est pas tout de suite, est fondée l'école coloniale. Celle-ci permet de former l'administration spécifique d'un empire colonial en construction, en formant ceux qu'on a appelés les empereurs de la brousse, à leur mission en territoire plus ou moins hostile. Cette création de l'administration coloniale est parachevée par la création en 1894 d'un ministère des colonies. L'empire colonial est donc avant tout composé de colonies d'exploitation et de terres à mettre en valeur. Celle-ci est surtout agricole au travers des cultures spéculatives comme l'arachide, la gomme, l'huile de palme ou le caoutchouc en Afrique occidentale, ou encore des céréales et la viticulture en Algérie, mais aussi des produits miniers et des pierres précieuses. Leur exploitation est entre les mains des colons, mais aussi entre celles des grandes compagnies concessionnaires privées. Cette mise en valeur est financée par les colonies elles-mêmes via des impôts en nature sous la forme de travail forcé, qu'on appelle les prestations, qui viennent prendre le relais de l'esclavage. Néanmoins, cette manœuvre contrainte ne suffit pas et des contrats sont signés avec des engagés pour prendre le relais. Alors les engagés sont souvent des travailleurs très pauvres venant d'Asie du Sud, notamment. La mise en valeur des colonies, et on l'a déjà vu, bien sûr, une exploitation agricole notamment, mais aussi elle passe par le contrôle de la vitesse et par la modernisation des transports et des flux d'informations. Il faut bien pouvoir exporter les marchandises qu'on a produites. La fin du XIXe siècle est en effet marquée par l'essor du chemin de fer et des steamers, ce sont les bateaux à vapeur, ainsi que du télégraphe. Néanmoins, la plupart des déplacements se font encore à pied, en pirogue ou à dos d'animaux. En 1914, l'Afrique ne compte encore que 5% des voies de chemin de fer du monde. L'accélération de la colonisation sous la Troisième République s'explique aussi par la volonté de trouver de nouveaux débouchés pour une économie nationale en crise. On est en plein dans la longue dépression de 1873 à 1898. Malgré tout, le poids économique de l'Empire dans l'économie nationale reste modeste. Alors on voit ici à gauche qu'on consomme de plus en plus de produits coloniaux, néanmoins, seulement 12% des échanges de la métropole et 9% des capitaux français investis à l'étranger le sont dans les colonies. La motivation économique est donc à relativiser au profit d'une volonté pour la Troisième République de regagner en puissance après la défaite de 1870. Maintenant qu'on a vu un petit peu cette géographie coloniale, on va s'intéresser aux populations et aux sociétés coloniales françaises. Ces sociétés sont fortement hiérarchisées et connaissent une triple ségrégation géographique, juridique, mais aussi et surtout sociale. Si on commence par ce dernier point, c'est assez simple finalement puisque la place de chacun est strictement identifiée. Les Français et les Européens occupent les emplois les plus qualifiés, l'administration, le tertiaire ou alors la tête d'exploitation pour les colons, et les indigènes, donc des populations locales, c'est dans ce sens qu'on va utiliser ce terme, sont en charge des tâches subalternes, l'agriculture vivrière, l'exploitation de ressources forestières ou agricoles, la pêche, le portage, les travaux lourds, très dangereux d'aménagement, ou alors peuvent être des fois soldats dans l'armée coloniale. Certaines élites sont bien assimilées et vivent à la française, copiant les normes vestimentaires notamment des colons, adoptant leur langue et leurs valeurs. Il n'est pas rare que les colons d'ailleurs épousent des femmes indigènes ou se mettent en concubinage avec elles, et elles subissent, alors pas systématiquement, mais souvent, des violences sexuelles, c'est notamment le cas des Kongai indochinoises. La domination passe aussi donc par la domination des corps. Néanmoins, dans cette société qui est très hiérarchisée, on l'a dit, l'ascension sociale est possible, mais rare. Il existe, on a dit, des soldats entre guillemets indigènes dans les troupes coloniales, il existe aussi des instituteurs locaux qui vont être formés par la République, mais ils sont assez peu nombreux. Deuxième point, cette ségrégation sociale est doublée en fait d'une ségrégation juridique qui va entériner la supériorité des Européens sur les indigènes, les populations locales. En Algérie, depuis 1865, les indigènes d'Algérie, donc on compte 2,1 millions de musulmans et 37 000 juifs, sont français, mais ne peuvent pas être citoyens, contrairement aux 200 000 colons qui y vivent. Petite modification en 1870 avec le décret Crémieux qui octroie aux juifs d'Algérie la citoyenneté française, mais toujours pas aux musulmans, qui restent donc discriminés juridiquement. En 1881, les choses s'aggravent encore, puisque le code de l'indigénat est adopté. Celui-ci confirme cette discrimination et aggrave la situation des indigènes musulmans d'Algérie.
c'est le terme officiel, désormais ils sont soumis officiellement à l'arbitraire, ils peuvent subir des enfermements sans jugement, des réquisitions, des impôts de capitation, des travaux forcés, le couvre-feu, l'interdiction de réunion, etc., etc., etc. Ce statut très discriminant, pour le coup, est étendu à tout l'Empire à partir de 1887, avant d'être progressivement aboli, dès 1903 pour l'Indochine, en 1944 en Algérie, puis en 1945 en AOF et en AEF. Enfin, cette ségrégation sociale, juridique, est couplée avec une ségrégation géographique, donc dans l'espace. Effectivement, au sein des colonies et plus particulièrement des villes, la ségrégation socio-spatiale, ce concept de géographie dont vous êtes absolument expert maintenant, est particulièrement visible. À l'image de Saigon qu'on voit ici, il y a des quartiers blancs et des quartiers indigènes. Le quartier européen, siège du pouvoir colonial, est tracé selon un plan à carroyage, ça veut dire avec un plan très géométrique, est situé à proximité des quartiers commerciaux et du port. Les Blancs vivent dans l'entre-soi, les populations colonisées, elles, vivent dans le quartier de Cholon, où il y a seulement 0,15% d'Européens, et c'est aussi là où se trouvent les usines, un quartier a priori moins agréable pour habiter. Après avoir conquis, administré, exploité, différencié, les Européens ont aussi décidé de civiliser les populations locales. David Livingstone, un explorateur et missionnaire britannique, parle de la colonisation comme mettant en avant les 3 C, christianiser, commercer, civiliser. En effet, un certain universalisme républicain guide les pas des administrateurs coloniaux qui s'imaginent comme civilisateurs de populations vues comme inférieures aux sauvages. Les colonisés seraient donc finalement leur rendre service en leur apportant des normes, une morale et la religion chrétienne. C'est ce qu'on a appelé la mission civilisatrice. Ça sonne bien, non ? Celle-ci passe notamment par le travail des missionnaires qui se rendent dans les colonies après les missions d'exploration et souvent avant la colonisation à proprement parler, pour convertir au christianisme les populations locales. Ce sont notamment le cas des Pères Blancs en Afrique française ou encore des missions étrangères de Paris en Asie. Ils veulent civiliser les indigènes en les scolarisant, leur enseignant notamment les langues européennes. Alors ce ne sont pas les seuls à faire l'enseignement, mais ce sont les premiers qui vont s'y atteler. Paternalistes, les missionnaires luttent aussi contre l'esclavage, la polygamie et la diffusion de l'islam, participant à une acculturation en profondeur des populations. On parle ainsi d'un véritable impérialisme culturel. Ils luttent aussi contre les épidémies en créant également des missions locales qui sont souvent les premiers hôpitaux de brousse. La médecine coloniale prend rapidement le relais, avec la création notamment des succursales de l'Institut Pasteur dans les colonies. L'affirmation de la supériorité des Européens sur les colonisés va plus loin, bien plus loin. Vus comme des sauvages, la discrimination juridique subie par les indigènes est justifiée par des théories raciales soutenues par la pratique de l'anthropométrie. C'est ce qu'on voit ici, ce sont les mesures physiques des individus pour classer les différentes races, et on y met des guillemets ici. L'exotisme fascine et l'espace colonial nourrit tous les fantasmes. Le tourisme colonial se développe, notamment autour des ruines d'Angkor par exemple. On nourrit l'orientalisme, déclamant la sensualité des femmes exotiques tout en entretenant la répulsion des populations sauvages exhibées dans des zoos humains en métropole. Et un certain racisme ambiant tourne dans la société de l'époque, comme vous pouvez le voir dans ce tout petit extrait de la vidéo de Mayol sur À la cabane bambou. Moi habillé à la mode française, parce que moi forcé mais pas être à l'aise. Savais pantalon et tous les foubis, bretelles, faux col, souliers vernis. Moi aimais bien mieux la mode des chéneaux, avec pas costume du tout. Où ça? À la cabane bambou bambou, à la cabane bambou, à la cabane bambou bambou, à la cabane bambou. Ces sociétés sont violentes et la place de la répression est importante. Toutes les colonies ne sont pas des territoires civils, certains restent des territoires militaires à cause de fortes résistances locales. La pacification prend en effet du temps, il faut soumettre les populations locales à l'ordre colonial et s'assurer la collaboration durable des élites. On trouve ainsi des officiers avec des fonctions multiples en charge du maintien de l'ordre, du renseignement, du recensement et même de la collecte de l'impôt. Les colonisés subissent en effet la répression, comme lors de la mission Voulet et Chanoine en 1898-99, le long du Niger, où ils vont massacrer allègrement la population qu'ils vont croiser au fur et à mesure.
Mais les colonisés peuvent être aussi des perpétrateurs comme bras armés de la République. On compte ainsi dans les troupes coloniales des bataillons indigènes comme les tirailleurs qui sont fondés en 1857 ou les spahis qui mènent les guerres de la République, notamment à Madagascar comme on le voit ici. Face à tout ça, la colonisation française est contestée à de multiples échelles. À commencer par le choc des impérialismes. Les conflits émaillent en effet l'histoire coloniale. La France a été en conflit avec les Britanniques déjà sous l'Ancien Régime, en particulier dans les Antilles et en Amérique. Dans les années 1870, la donne géopolitique change. Les alliances se reconfigurent, la confiance dans le libre-échange s'étiole avec les crises économiques. La République cherche à construire de la cohésion sociale et des débouchés pour les excédents démographiques des métropoles. Ainsi, les années 1880 sont celles de l'impérialisme triomphant. On assiste alors à une course au territoire, en particulier en Afrique. Alors la course à l'Afrique, en anglais on appelle ça le Scramble for Africa, et qu'on voit souvent dans les textes. Les différentes puissances coloniales cherchant en fait à créer une continuité territoriale entre leurs colonies. Alors selon quels axes? Plusieurs conflits vont justement opposer les Britanniques et les Français à cause de cette recherche de continuité territoriale. Quand les premiers, les Britanniques, cherchent à joindre l'axe Le Cap-Le Caire, un axe nord-sud qu'on peut voir ici, les Français veulent eux faire la jonction entre Dakar et Djibouti selon un axe est-ouest, plutôt. Les Français ont en effet assez mal vécu la prise en main de l'Égypte par l'Angleterre en 1882 et prennent en retour le contrôle de Madagascar qui était britannique en 1885. Pour cesser les guerres entre puissances coloniales, une grande conférence a lieu à Berlin sous l'égide de Bismarck en 1884-85. Les Européens se partagent alors l'Afrique, établissant les zones d'influence de chaque métropole et des espaces de libre commerce. Alors évidemment, sans demander leur avis aux Africains. Et cela ne suffit pas à éteindre tous les conflits. En 1898 se déclenche la crise de Fashoda. Tandis que la mission française congonique du capitaine Marchand progresse, elle rencontre l'armée de Kitchener au sud du Soudan. Chacun revendique son juste droit, et à l'issue d'une crise diplomatique majeure, les Français doivent évacuer en échange de la reconnaissance de leur primauté sur Madagascar, le Tchad et le Maroc. Mais ils n'affrontent pas que les Anglais dans la région, ils affrontent aussi l'Allemagne, en 1911 avec la crise d'Agadir qui faillit de très peu à faire sombrer l'Europe dans la guerre. La France tente de prendre le contrôle du Maroc où l'Allemagne était présente depuis 1890. On peut dire qu'on cherchait un petit peu les problèmes. Là encore, en échange de compensation territoriale au Cameroun d'intérêt économique protégé au Maroc, le protectorat de la France est finalement reconnu par l'Allemagne et la guerre repoussée pour un temps. La colonisation française est contestée à l'extérieur de ses propres frontières, mais aussi à l'intérieur. Au sein même de la Chambre des députés, les débats sont importants. En 1885, un débat oppose Jules Ferry, alors ministre des Affaires étrangères, et Georges Clemenceau. Jules Ferry défend le parti colonial et affirme le devoir de civiliser les races inférieures, j'ai pas inventé, c'est le texte officiel, et la nécessité de trouver des débouchés économiques. Clemenceau lui répond, dénonçant le coût exorbitant des expéditions coloniales, demandant une république plus morale, et affirmant que l'urgence est au réarmement national en vue de la revanche, plus qu'à la conquête et la pacification de nouveaux territoires outre-mer. Et ce n'est qu'une des critiques, parce que celles-ci sont très nombreuses en métropole. Les libéraux dénoncent le gaspillage financier que représentent les colonies. Les nationalistes, eux, trouvent que ces campagnes coloniales détournent la France de la revanche. Les socialistes sont opposés par principe à tout impérialisme, qui est vu comme le stade suprême du capitalisme par Lénine. Et enfin, certains intellectuels et artistes s'opposent par principe à la violence et au racisme dans la société coloniale et critiquent fortement le code de l'indigénat. Donc s'il existe bel et bien un parti colonial qui met en avant les héros de la colonisation comme Brazza, la majorité des Français en fait est surtout désintéressée. Et du côté des colonies, pour citer Vincent Duclerc en 2014, techniquement la colonisation fut un désastre pour la République, politiquement elle fut une faillite et moralement elle fut sa honte. C'est un jugement assez fort. Mais en effet, les colonies restent des espaces sous-développés où l'insuffisance des investissements et l'absence de contrôle et de réelle administration empêchent toute amélioration en dépit du discours civilisateur. Et puis, bien évidemment, les résistances sont aussi internes, c'est bel et bien le cas des populations locales, les indigènes, aussi les subalternes, qui ont leur propre stratégie pour lutter contre la France. Si certains acceptent la colonisation, sont assimilés, vont collaborer activement avec la métropole, d'autres, bien évidemment, résistent.
Dès les années 1840, la conquête de l'Algérie est remise en cause par l'émir Abdelkader, qui rend finalement les armes en 1847 après une lutte acharnée. En 1871, c'est encore en Algérie et plus précisément en Grande Kabylie qu'éclate une nouvelle insurrection, c'est la révolte de Mokrani. Suite à la défaite contre l'Allemagne, la puissance coloniale française apparaît comme affaiblie et les Kabyles saisissent l'occasion pour tenter de se libérer. C'est un échec et la répression est sévère. En Asie aussi, la révolte gronde. Pendant la guerre franco-chinoise de 1884-85, les Français sont forcés à la retraite à Langson, dans le Tonkin. À la même époque, Norodom Ier mène la révolte khmer, au Cambodge donc, contre l'instauration d'un protectorat français, tout comme son voisin, l'empereur d'Annam. Alors dans les deux cas, ça échoue, mais quand même, il y a eu une résistance. La conquête de Madagascar, qu'on a déjà évoquée, fut elle aussi violente, face à une longue résistance des populations locales. Suite à la guerre de 1885, les Français veulent instaurer un protectorat qui est refusé par la reine Ranavalona III. 15 000 Français sont envoyés sur place, faisant en 1896 de l'île une colonie, donc le territoire est officiellement annexé. Et même après la prise de la capitale, la répression dans les villages alentours, menée par le gouverneur Galliani, est longue et particulièrement violente. Enfin, après les résistances militaires, naissent les mouvements nationalistes. En 1901 est créé le mouvement des jeunes Algériens, en 1906 celui des jeunes Tunisiens, des intellectuels qui militent pour plus de liberté, des réformes profondes dans le pays et leur indépendance. Pour conclure, si les cartes coloniales nous donnent l'impression d'un monde uniformément dominé, la réalité est bien plus complexe, on l'a vu. La colonisation est une entreprise longue avec une chronologie différenciée selon les territoires et des formes de domination très variées, et les espaces dominés sont plus ou moins intégrés. Ces colonies font la puissance de la Troisième République en ce début de XXe siècle et feront sa force dans la guerre mondiale qui va finalement éclater en 1914. Leur perte dans la seconde moitié du siècle, du XXe siècle, ébranlera profondément le pays et fera à nouveau trembler la République. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve très bientôt en classe.